Non. Et je vais vous dire, quand on a fait ces renvois, ça allait pour aller constater de cette vérité qu'en réalité, la question qu'il faut poser, c'est qui devrait signer? Vous comprenez? Il n'y a pas de double candidature. Non. Parce que si le président du Manidem et Yebga, on devait juste simplement dire ok, l'autre est venu avec une lettre qui a été signée par une personne qui n'est pas habilitée de le signer. Vous comprenez? On devait rester avec un. La même chose si la personne de RDPC est venue, on a dit non, il n'est pas venu parce que la personne qui devait signer n'a pas donné. Ça, c'était clair. Mais pour le cas de ces cas en question, on devrait regarder qui avait cette qualité de signer cette lettre. Et si on entrait au profond, on devrait constater que des questions devaient surgir. On a eu des réunions récemment. Qui on avait invité comme le président de ce parti politique? Ce n'est pas que lui, oui, il a respecté votre temps de parole. Non, j'ai respecté votre temps. Et chaque fois qu'on dit des vérités, ça vous pique. Vous comprenez? Loin de là. Donc, après, vous prenez le cas Hilaire Zipan, hein, ça m'intéresse. C'est pour ça que vous avez exclu. Non, allez, après vous prenez ce cas. Vous avez exclu par rapport à cela. Docteur Simon, permettez. Donc, si on posait ces questions, on va poser, mais tout récemment, n'est-ce pas, qui a assisté dans des réunions comme président de tel parti? On va dire, c'est celui-ci. Il a signé des documents qui ont été acceptés, oui. Le débat sera clos. Mais comme l'intention était uniquement des quartiers Maurice Kamto, ils n'ont pas entré dans la substance. Parce que si on entrait dans la substance, on devait constater que l'une de ces personnes n'avait pas habilité de signer. Et il n'y a pas double candidature. Il y aura un qui est venu avec un document qui n'est pas acceptable et l'autre devait passer. Mais dans le cas d'espèce, les deux ont été rejetés simplement parce que le but pour cette confusion était pour exclure Maurice Kamto. Simon Pierre-Maïd, vous voulez réagir tout à l'heure. Vous êtes d'accord avec Barrister Limène? Effectivement, un travail de fond n'a pas été fait par le Conseil constitutionnel qui devait au moins se rassurer de l'authenticité ou alors de la qualité des signataires des lettres d'investiture. En fait, en résumé, ce que je peux dire suite à ces propos tout à l'heure, je comprends simplement que le Conseil constitutionnel est comme le Conseil de discipline des partis politiques. Une fois que vous le saisissez, votre exclusion est déjà actée. En fait, c'est ça la règle. Donc, il faut pas se leurrer. Donc, moi, je le disais tantôt, docteur Simon peut rire, mais c'est normal, parce que tout ce qui a été fait va dans l'assentiment du parti au pouvoir, parce qu'ils sont très contents. Je vous encourage à regarder ce qui se passe dans les réseaux sociaux pour que vous compreniez en fait la position du RDPC sur ce plan-là. Comment ils sont très contents, ils sont vraiment époustouflés. Il y a même quelqu'un qui a envoyé même une image en disant qu'aujourd'hui il va même boire du pétus. Voyez-vous? Donc en fait c'est autant de choses qu'on est en train d'assister. Donc moi je dis honnêtement, c'est bien beau quand on vient sur les plateaux, mais il faut qu'on soit vrai. Au-delà de la politique, il faut quand même qu'on pense au sens de la justice. Et je suis d'accord quand Maître Limène dit qu'il fallait quand même qu'on aille au-delà de ce qui est. Parce que quand on dit que telle personne n'est pas habilitée à être candidat, double investiture, ça n'a pas de sens. Honnêtement, ça n'aurait pas de sens. Moi, je me serais entendu, par exemple, dans le cas, par exemple, du Manidem, qu'on dise, ok, Maurice Kamto n'a pas rempli les conditions, mais au moins M. Yebga. Ou encore, Yebga n'a pas rempli les conditions, que au moins Maurice Kamto. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le ministre a les fichiers de tous les partis politiques. Bien évidemment. Et lui-même l'a dit, docteur Simon. Pourquoi contester? j'ai pas... Docteur Simon, j'apprécie justement cette fois-ci, super. Attendez votre parce que demain, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils font dans les partis politiques? Bravo, vous l'avez dit. Je m'empêchais vraiment, s'il vous plaît, attendez votre temps de parole. Je continue en disant, avoir le fichier. Il a tous les fichiers des partis politiques. Parce que c'est l'instance, c'est l'administration qu'on saisit pour effectivement confirmer qu'on soit conforme selon la loi, selon les règles. Donc il ne saurait pas dire aujourd'hui que le ministre ne connaît pas les partis politiques. Il a tous les éléments. Puisque les documents administratifs, où est-ce qu'ils s'acheminent? Ils s'acheminent au MINAT.
Il connaît qui est qui dans le parti politique, qui est président. Dans le cas du Manidem, il connaît qui est le président du Manidem. Et qui est habilité, effectivement, à signer les vestitures d'un parti. Alors, ce qui fait que, si on se retrouve avec une telle situation aujourd'hui, effectivement, le ministre lui-même, l'administration territoriale, aurait, peut-être, on s'attendrait à ce qu'il puisse aider le Conseil constitutionnel dans ce domaine. À dire que voilà, effectivement, la personne habilitée à signer la candidature ou l'investiture de tel candidat. Le site a été piraté. Non, effectivement, ça c'est de l'esbrouf. Laissons-nous avec le fait que le site a été piraté. Moi, je n'ai jamais compris ça. Comment se fait-il qu'avant, on se retrouve dans un site parce que ça... Les documents officiels ne se trouvent pas sur le site. Donc, avant, on avait quand même, au préalable, avant que le site soit piraté, il y avait quand même certains éléments qui se trouvaient dans le site. Bien sûr. Comment ça fait-il que directement ça a disparu? Après, on nous dit que ça a été piraté. Après, on nous montre que, effectivement, c'est Yebga, alors qu'au préalablement, il y avait déjà un autre candidat qui était là. Donc, vous comprenez que, en fait, c'est un jeu sur lequel je ne souhaiterais pas me prononcer dessus parce que moi, je dis et je le réitère encore, il y a certains partis, il y a certains candidats à l'élection présidentielle dont leur sort avait déjà été acté dès le départ. Avant même qu'ils ne puissent commencer à déposer les candidatures à l'ECAM. C'est-à-dire que leur rejet était déjà acté. Ce n'est qu'un simple scénario. D'ailleurs, il y a certains qui ont estimé au Conseil constitutionnel que, à moins que ça ne soit peut-être qu'une façon peut-être d'habiller ce qu'ils sont en train de faire, ou bien qu'ils viennent seulement palabrer pour rien. Mais parce que certains savaient déjà que leur sort, c'est déjà là, est déjà réservé. Il n'y avait plus rien d'autre. Il fallait simplement présenter aux gens que bon, ils sont en train de faire des plaidoiries, mais en principe, leur sort avait déjà été scellé au départ. Et Dr Simon ne peut pas me dire le contraire. Parce que eux-mêmes du RDPC, il faut le préciser, peut-être même pas elle, mais les membres, les communicants du RDPC, tout le temps. D'ailleurs, même dans les réseaux sociaux, il parlait d'autres, ils savaient déjà ça. Puisque c'est de par le RDPC que moi j'ai eu à apprendre que effectivement Maurice Kamto ne pouvait pas être éligible et que sa candidature devait forcément être rejetée au Conseil constitutionnel. Il y a d'ailleurs le secrétaire général du parti qui multiplie les sorties sur les réseaux sociaux. Docteur Simon, pour le moment, on a donc 12 candidats au lieu de 13. Un candidat a été recalé par le Conseil constitutionnel. Donc 12 candidats pour le moment avant la fin du contentieux préélectoral. Mais sur la liste de ces candidats ne figurent pas certaines personnalités, certains acteurs de l'opposition. Est-ce que on va là vers une élection plus ou moins fragilisée en l'absence de figures telles que, bon, on peut ne pas parler de lui, Maurice Kamto, ou alors c'est l'occasion aussi avec ce qu'on vit pour l'opposition de former un bloc, comme c'est déjà le cas avec certains leaders de l'opposition et candidats à l'élection présidentielle qui se sont réunis le week-end à Fumban. Est-ce qu'on va vers un bloc? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas certaines personnalités sur la liste finalement retenue? Disons simplement que pour le cas de Zipan, par exemple, il fallait s'y attendre un peu aussi. Parce que depuis que le coordonnateur du mouvement progressiste, qui est le parti qu'il a investi, avait démissionné de son parti et de la présidence de ce parti pour aller au RDPC, pour rejoindre les rangs du parti de Dr Simon. De fait, c'est Hilaire Zipan qui a repris la direction du parti. Et à partir de ce moment-là, il a essayé de faire certaines organisations. Et notamment, finalement, il a tenu un congrès, je crois que c'était dans le Mongo, à Bomano, je ne sais plus très où il a été, en quelque sorte, adoubé comme étant le responsable du parti à partir de ce moment-là. Et par la suite, on recevait Hilaire Zipan à Balafon constamment à la radio, notamment lundi, mais à un moment donné, on a reçu une lettre d'une dame qui aujourd'hui est également présentée comme celle qui a introduit le recours. La coordonnatrice générale du MP qui nous sommet de ne plus recevoir Hilaire Zipan comme militant du MP. Comme président. Comme président du MP, en quelque sorte. Et que si on continue à le faire ainsi, ça pourrait nous porter préjudice à partir de ce moment. Donc, à partir de ce moment, on avait constaté également qu'il y a un problème au sein du MP. Un problème qui, d'après Hilaire Zipan, quand peut-être qu'il devra me rectifier, était suscité par l'ancien coordonnateur lui-même, qui est allé trouver une femme et a organisé une autre réunion pour installer celle-là à la tête du parti
en marge des statuts. Parce que à ce moment-là, quand il vient agir encore dans le parti, ce n'est plus normal parce qu'il a déjà démissionné et est désormais dans le RDPC. On ne comprend pas à quel titre il venait encore essayer d'organiser le MP, en quelque sorte. Donc, à partir de ce moment-là, on savait très bien que Hilaire Zipan était en difficulté dans le propre parti. Maintenant, est-ce que c'est lui qui a signé la lettre d'investiture pour son dossier à Eleka? Ça, on ne saurait savoir. Toujours est-il que finalement, on comprend que l'autre dame, qui se présente également comme la coordonnatrice du MP, a introduit un recours en annulation et a eu gain de cause. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien. Toujours est-il qu'il faut remarquer également que pendant tout ce temps, Hilaire Zipan a été le chantre, je dirais, le chantre du candidat consensuel. C'était celui-là qui portait presque, enfin le porte-parole. Parce que chaque fois qu'il venait à Balafon, il ne cessait de nous donner le compte rendu des différentes réunions qu'ils ont tenues dans le cadre de la recherche d'un candidat consensuel, étant donné qu'il savait très bien qu'en face, on a une machine RDPC qui bénéficie des moyens de l'État, moyens matériels, financiers et humains de l'État qu'il utilise partout pour se dire assis, et que par rapport à cela, il fallait étendre les tentacules autant que faire se peut sur le territoire avec les partis implantés ainsi et se soutenir mutuellement pour pouvoir tenter de bousculer ça. C'était ça, sa logique. Maintenant, je suis quand même surpris que d'abord la réunion de Fumban qui a eu lieu, après laquelle on a eu une déclaration, lui-même n'était pas là. Pourtant, cette réunion était la suite de multiples concertations, des initiatives que lui ne cessait de vanter. J'ai pas compris pourquoi, parce que on nous a dit que c'était les candidats déjà retenus qui devaient être, parce que en attendant que le Conseil constitutionnel donne son verdict, ceux qui sont déjà retenus pouvaient déjà commencer à réfléchir sur un candidat consensuel, parce que ça reste la logique pour eux, avoir un candidat consensuel autour d'un programme, pas forcément un candidat unique. Donc aujourd'hui, constater que Hilaire n'était pas à cette réunion et que finalement sa candidature a même été rejetée, je n'ai pas d'éléments précis pour pouvoir apprécier, mais on prend acte déjà. D'ici là, je suis sûr qu'on va avoir lui-même, Hilaire Zipan, qui va nous donner davantage d'explications, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Il saura nous les expliquer. Maintenant, pour dire autre chose, les 13 candidats qui restent, ou 12. Les 12 candidats, en attendant la suite, parce que le Conseil constitutionnel n'a pas encore vidé tous les contentieux. Exactement. En attendant, il y a 12 candidats aujourd'hui. Est-ce qu'on part vers une élection un peu biaisée? Forcément. Forcément. Parce que tout analyste politique ne peut nier le fait que dans le landerneau politique, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle les poids lourds de la politique. Et ce sont ceux-là qui fixent le cap en réalité par rapport à une élection. Quand ils sont absents, forcément, il y a une bonne frange de l'électorat qui devient un peu vacillante. Qui a le risque soit de ne pas aller aux élections, soit d'adopter une attitude, ou plutôt de disperser les voix. Enfin, on attend en réalité la consigne de vote qui sera donnée par le candidat du Manidem qui n'a pas été retenu. Parce qu'on ne peut pas nier qu'il a une forte masse sérieuse d'électorat qui est derrière. Et on a vu, pendant qu'il était au MRC, comment sur le terrain, il y avait eu une forte mobilisation pour les inscriptions sur les... Où est-ce que cela va aller? On attend peut-être comment dire, ces consignes de vote. Mais avant cela, il y a des risques. Il y a des risques, on ne le souhaite pas, il y a des risques qu'il y ait un fort taux d'abstention. C'est-à-dire que ceux-là qui aujourd'hui se sentent blasés, déçus, disent à quoi bon y aller du moment où tout est biaisé au départ. Et avant de finir, je voudrais faire quand même un rappel, parce que au sorti d'ici, il faut quand même que les téléspectateurs soient édifiés sur un certain nombre de choses. Il faut noter que pour les contentieux qui ont eu lieu, sont encore en cours au Conseil constitutionnel, le motif déjà donné pour l'investiture de Maurice Kamto par le Manidem, ce qu'on a appelé double investiture, n'en était pas une. Clairement. Je l'ai dit ici, Dr Simon m'a repris en disant que je ne dis pas tout, mais elle n'a pas dit ce que je n'ai pas dit finalement. Mais je continue de dire qu'il n'y avait pas double investiture, parce que la double investiture suppose qu'une même personne qui a qualité pour investir quelqu'un a signé 2 lettres d'investiture. Ce n'était pas le cas.
Ça, il faut déjà le noter et que les gens le notent très bien. Le motif de double investiture, c'était juste pour trouver quelque chose à dire parce qu'effectivement, il y avait quelqu'un qui était mis en mission pour aller fausser la candidature et cette personne s'appelle Yebga qui lui-même avoue avoir trafiqué le site d'internet pour mettre son nom à la place, en lieu et place du nom de Anissé Ekane. Autre chose, quand on dit que le MINAT a le fichier de tous les partis politiques, ça suppose que c'est lui qui est, comment dire, le destinataire final de toutes les organisations, du moins à caractère politique. C'est lui qui, sur le plan légal, c'est pour ça que c'est sur le site du MINAT que vous pouvez voir la liste des partis politiques avec la date de création, le nom du parti, le responsable du parti, du moins 2 ou 3 responsables, l'adresse et tout ce qu'on peut avoir. Là, c'est là où ça se trouve. Et nous disons tout simplement ceci. Le MINAT, chaque fois, actualise ces noms-là en fonction des mouvements et des changements qu'il y a dans les différents partis et a normalement à une date D la liste est mise à jour des partis politiques. Et toute personne qui veut s'adresser aux partis politiques, forcément, s'adresse à lui pour dire que quels sont les partis politiques qu'il y a dans votre pays, que vous avez sur votre fichier. Je vais m'adresser à eux parce que je vais faire tel ou tel travail avec les partis politiques. Et quand Elekan, par exemple, veut se réunir avec les partis politiques, s'adresse au MINAT qui lui donne une liste dans laquelle le Malidem existe avec son président Ekane Anissé à qui on adresse une lettre. Et qu'aujourd'hui, on vient nous dire que ce n'est pas Anissé Ekane qui est le président du parti. Il y a quand même des choses, des questions à se poser. Maintenant, pour finir... Et tout cela, une minute, Roland Tapie. Oui, oui, pour finir. Juste pour dire que... Parce que on risque de ne plus me donner la parole. De manière définitive, comme Barack Obama disait, l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, mais des institutions fortes. Des institutions qui sont en mesure de recadrer tout individu qui est en train de vouloir vaciller. Des institutions qui sont en mesure de mettre en difficulté un premier ministre, un président de la République et dire que, et voter même une motion de censure pour arrêter ses actions quand on sent qu'il est en train de dériver. Et quand on n'aurait pas ce genre d'institutions, on continuera à avoir autant de problèmes. Malheureusement pour le cas des CES, pour le Conseil constitutionnel, puisqu'on en parle, il faut noter qu'il a à sa tête Monsieur Clément Atangana, avec tout le respect que nous pouvons avoir pour nos aînés et tout, notons que Monsieur Clément Atangana était magistrat à la retraite. Il était en train de cela couler douce tranquillement. Il s'était même inscrit au barreau du Cameroun parce que la loi le leur permet. Quand les anciens magistrats peuvent demander à être inscrits au barreau comme avocat, il était même avocat. Mais je ne sais pas s'il avait vraiment les dossiers, mais toujours est-il que le jour 18 février 2018, quand il est nommé président du Conseil constitutionnel, la façon dont on l'a vu sauter sur sa véranda, jubilé, on sentait comme si c'était un homme qui vient littéralement d'être sauvé et réveillé. Vu sous ce prisme-là, il est quand même questionnable qu'aujourd'hui, il pose un acte qui pourrait mettre en doute, ou plutôt faire qu'il perde ce poste qu'il a applaudi avec autant. Où est-ce qu'il irait? Merci, donc, c'est ça qui, pour nous, fragilise les institutions que nous voulons fortes, et c'est le souhait que nous voulons pour l'Afrique. Simon-Pierre Mahé, ce n'est pas pour des individus, mais si on a des institutions qui recadrent tout le monde, peut-être qu'on va avancer. Les décisions du Conseil constitutionnel ont donné lieu à des manifestations dans le pays, même si ce ne sont pas des manifestations graves enregistrées jusqu'ici, parce que beaucoup de quartiers, beaucoup d'axes sont sécurisés. On a vu la police, les éléments de la police et de la gendarmerie dans les carrefours. À l'ambassade du Cameroun à Bruxelles, il y a eu des casses. Des Camerounais qui ne sont pas d'accord avec les décisions du Conseil constitutionnel. Est-ce que la violence, est-ce que les manifestations, les marches ont déjà, une fois par le passé, même si ce n'est pas au Cameroun, ailleurs peut-être, aidé à changer une décision actée par le Conseil constitutionnel? Sinon, comment expliquer ces mouvements enregistrés de part et d'autre? Bon, maintenant, il faut comprendre que, Madame Maillot, je vais vous le dire clairement, tacite, que moi je ne saurais nullement pas encourager les gens à manifester lorsqu'il y a des choses qui ne les arrangent pas. C'est pas démocratique. Déjà, il faut préciser que l'administration territoriale avait déjà pris des dispositions, qu'il demandait aux uns et aux autres d'avoir un peu de réserve et de respecter la loi. Maintenant, il faut comprendre que lorsque certaines personnes décident de braver
l'autorité de l'État, je ne saurais nullement pas les supporter, les encourager dans ce sens, parce que nous devons être républicains. Et même lorsque des choses que nous avons ne nous intéressent pas, ne vont pas dans notre sens, il y a des moyens et des mécanismes. C'est vrai qu'on est dans un système parfois dont la justice n'agit pas comme il se doit, mais en même temps, il faudrait quand même qu'on ait des droits de réserve, sans se dire que quand même, c'est l'autorité. Si l'autorité a dit que nous ne devons pas faire ceci, à un moment donné, on doit se réserver. Bon, maintenant, dans le cas d'espèce, vous allez vous rendre compte que, imaginez-vous, lorsque Elecam, les dossiers sont arrivés que Elecam devait, n'est-ce pas, rendre des décisions, vous avez déjà vu que ce samedi-là, toutes les villes, Yaoundé, Douala, étaient militarisées partout. Est-ce qu'on redoutait en même temps d'un certain nombre de choses? Hier, en même temps aussi au Conseil constitutionnel, vous avez vu ce qui s'est passé avec ces exactions des personnes qui allaient de part et d'autre, qui prenaient même des cailloux et jetaient même aux gendarmes, aux policiers qui étaient dehors, simplement pour encadrer. En fait, ce qu'il faut reconnaître, c'est que même lorsque ces gens-là sont dehors, c'est-à-dire que la police et la gendarmerie, ces éléments de la sécurité, et ils ne sont pas là pour les beaux yeux des uns et des autres. Il faudrait quand même qu'on apprenne à respecter. Parce qu'en même temps, quand on manifeste, on leur donne du travail. Et on les met devant des faits. Vous allez vous rendre compte que même parfois, même lorsque les gens se trouvent en difficulté, vous imaginez un policier que vous l'avez mis, ou bien un gendarme que vous l'avez mis dans son état, mais s'il décide peut-être de sortir son pistolet et vous dégainer, c'est vous qui serez perdant. Moi, je crois que on n'est pas encore arrivé, parce qu'il faut le préciser, les manifestations sont régies par la loi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui au Cameroun, on n'accepte plus que les gens manifestent. Même pour des simples raisons. Moi, j'ai vu des étudiants de l'université de Soa qui sont allés faire des trucs à Bétois, qui ont voulu manifester parce qu'on les a promis de l'argent, et on a envoyé les policiers et les gendarmes venir les traquer. En fait, vous comprenez qu'on est dans un système de répression. Parce que parfois, les gens sont tellement exaspérés. Et que si on leur donne l'occasion, parfois, c'est ce qu'on redoute aussi souvent. Si on voit, par exemple, que tous les Camerounais sont dehors pour contester telle chose, ça va quand même faire les choux grasses. Et puis, ça ne sera pas une belle image dans la scène internationale. Mais en même temps, ce que nous demandons aux uns aux autres, c'est la retenue. Même si ce n'est pas en sortant qu'on va décider que la justice va se rétracter pour dire que X sera dorénavant candidat ou pas. Donc, moi, je ne peux pas partager cette idée que chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne nous arrange pas, on prend la route, on dit qu'on va braver l'autorité de l'État. Non, on doit respecter l'État, parce qu'effectivement, on est appelé à être républicain. Nous ne sommes pas de ceux qui sont là pour dire qu'il faut aller combattre l'État. Maître Kamwa, est-ce que ce message-là suffira à calmer ces Camerounais qui sont quand même déçus? On a des partisans de Maurice Kamto, hein, soit ceux du MRC, soit ceux même du Manidem, le parti qui l'a investi, qui sont déçus de la décision du Conseil constitutionnel. On a des Camerounais qui sont déçus du fait que certains candidats à l'élection présidentielle ou aspirants à la présidence de la République ont vu leur dossier être rejeté par le Conseil constitutionnel. Qui va calmer ces Camerounais? Quel est le message adéquat à leur faire passer? Esther, la paix ne vient pas seulement du côté des citoyens. Il faut un environnement qui permette que les gens vivent en paix. Moi, particulièrement, je ne conseille pas qu'on soit dans un état là où il y a peut-être du trouble, la violence, mais je vais vous dire quelque chose. L'État a une responsabilité pour veiller à ce que des conditions dans des pays soient telles que ça donne, n'est-ce pas, ça crée un environmental, that it gives a peaceful environment. You understand? The government has a duty to create that peaceful environment. And so we shouldn't always look at the fact that peace is a responsibility of the governed. No, it is equally the responsibility of the government. So, while citizens should not embark in any violence, it is equally very important that the state should know that they should not push people to a limit that people become violent. I take an example of Nozo. I'm from the Northwest. If somebody had told me before that in the Northwest we will see people cut the throat of others, I would never have believed. But we found ourselves in that situation, and it should be an eye-opener that any society that does not provide a peaceful environment will have chaos.
And then I'll draw your attention to your famous France in 1789. The situation was very, very bad, and what led to the French Revolution was the price of bread. And Marie Antoinette said, s'ils n'ont pas le pain, ils achètent le gâteau. You understand? If they cannot have bread, let them have cake. And that was the immediate cause of the French Revolution. So I'm calling on the state equally that they have a duty. And if there is no peace, a country where there is no peace, a country where the justice system is not credible, they send the wrong signals, and that can promote instability, which is not good, and we discourage it. Et c'est ce qu'on ne souhaite pas. Merci beaucoup.